Pour exécuter un script, c'est tout à fait simple. Écrire n'importe quoi dans un fichier en respectant un syntaxe, le nommer comme vous voulez, donner le droit d'exécution à n'importe qui, puis avec une simple point slash, vous exécutera le script. Mais parlerons dans un environnement professionnel, administratif, vous êtes manqué de la sécurité, donc on n'a pas de protection de données. Mais t'inquiète, vous êtes dans le bon vidéo. Dans ce vidéo, moi et Sohaib, nous sommes chargés de vous montrer les différents bonnes pratiques pour exécuter votre script d'une manière sécurisée. Donc, durant ce vidéo, on va vous parler de 12 bonnes pratiques illustrées avec quelques exemples pour bien comprendre. Imaginez une situation où un utilisateur est invité à saisir le nom d'un répertoire ou bien un dossier assez précis. Semble simple, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que se passe-t-il si l'utilisateur commet une erreur critique? C'est pendant que l'utilisateur involontairement laisse le champ d'entrée vide et appuie sur Entrée. Sans validation appropriée, le script interprète l'entrée vide comme valide et procède à l'exécution. L'utilisateur inconscient des conséquences potentielles continue et juste comme ça, le répertoire racine est supprimé. Félicitations. Causant des dommages irréversibles. Ce scénario illustre les dangers de négliger la validation des entrées. Donc, sans vérifier l'intégrité et la correction des entrées, nous laissons nos systèmes vulnérables aux erreurs et aux attaques malveillantes. Pour atténuer tel risque, implémenter toujours des mécanismes robustes comme la validation robuste des entrées, vérifier les cas limites, gérer les entrées inattendues et ne sous-estime jamais l'importance de l'éducation des utilisateurs. En incorporant une validation appropriée, nous pouvons protéger nos systèmes et nos données des catastrophes potentielles. Deuxième bonne pratique, évitez toujours les noms des scripts non significatifs. Donc, un script, il a conçu ou bien il a écrit pour une tâche qui est spécifique. Donc, il fallait l'associer avec un nom qui reflète le fonctionnement de ce script. Donc, il faut toujours éviter test 1, test 2, main.sh, etc. Aussi, on a des conventions de nomination de ces scripts. Par exemple, évitez toujours les noms qui sont trop grands. Donc, il faut être précis et clair dans la nomination de ce script. Aussi, il faut toujours éviter les caractères spéciaux qui font des exceptions ou bien des problèmes au cours d'exécution de script. Et ainsi éviter les espaces dans la nomination de script et les remplacer avec des underscores et des tirets. Dans la troisième bonne pratique, nous allons aborder un sujet crucial dans le développement d'applications web, la sécurité de la connexion à une base de données MySQL dans un shell script. Nous allons explorer comment éviter l'utilisation de valeurs codées en dur pour le nom d'utilisateur, le mot de passe, le port, et plutôt utiliser un fichier .env pour stocker ces informations sensibles de manière sécurisée. Dans cette première version de notre script, nous constatons que les informations sensibles, telles que le nom de l'utilisateur et le mot de passe, sont directement codées en dur dans le script lui-même. Cette pratique pose un risque de sécurité majeur, car ces informations sont facilement accessibles à quiconque a accès au code source des scripts. Voyons comment pouvons améliorer cela dans la prochaine version en utilisant un fichier .env euh, pour stocker ces informations sensibles de manière plus sécurisée. Comme ça, on peut partager le fichier shell sans les informations de base de données. Quatrième bonne pratique, choisir le meilleur shell. Donc, par rapport à vos besoins, il faut spécifier dans le script quel shell vous voulez utiliser pour interpréter et exécuter votre shell. Par exemple, on a le Bash, qui est l'abréviation de Bourne Again Shell. Donc, c'est un shell qui est populaire, c'est un shell qui est utilisé par défaut dans les différentes distributions Linux. Il est compatible avec le shell original de Linux, avec quelques ajustements comme l'ajout des tableaux, l'ajout des boucles et aussi les fonctions. Donc, ce type de shell est utilisé largement dans les scripts qui sont simples, intermédiaires, les scripts d'automatisation et de configuration.
Et on a aussi le Z-Shell. Le Z-Shell, c'est comme le Bash, mais avec quelques propriétés qui sont nouvelles. Par exemple, la correction orthographe. Donc, elle donne cette possibilité. Aussi, le changement des thèmes. Donc, ce shell est utilisé par les utilisateurs qui passent beaucoup de temps devant le terminal. Et on a aussi le Fish ou bien le Friendly Interactive Shell. Donc, c'est un shell qui est simple, qui donne une très bonne user experience. Il a une propriété spéciale, c'est le coloriage syntaxique. Alors, il est très bien pour les utilisateurs qui sont débutants. Donc, on a beaucoup de shells qu'on peut utiliser, par exemple C shell, con shell, ça dépend à vos besoins. Donc, il faut mentionner toujours le shell que vous voulez utiliser dans le script. Cinquièmement, l'utilisation de versions dans un script shell est une pratique courante pour garantir le suivi des modifications. Le versionnement permet de garder une trace de toutes les modifications apportées au programme. Cela permet aux développeurs de revenir en arrière pour identifier les changements spécifiques, les problèmes ou les améliorations. Gestion des erreurs. En cas de problème avec une version spécifique du programme, le versionnement permet de revenir à une version antérieure qui fonctionne correctement. Cela aide à réduire les risques liés aux erreurs et facilite le processus de dépannage. En plus de la collaboration, lorsque plusieurs personnes travaillent sur un projet, le versionnement permet de coordonner efficacement les efforts en assurant que chacun travaille sur la version du programme. Évolution et itération. Le versionnement facilite l'itération et l'amélioration continue du programme. En conservant une trace de l'historique des versions, les développeurs ou bien les programmeurs suivent l'évolution des projets et planifier les futures améliorations. Passons au sixième point, nettoyer après l'exécution. Donc, c'est une bonne pratique qui vient après l'exécution de notre script. Notre script peut générer des fichiers temporaires au cours de son exécution, ou bien il peut ouvrir des connexions à la base de données, ou bien des sessions, ou bien utiliser des ressources de notre système, quelle que soit la RAM, le stockage, etc., processeur. Alors, tout ça, il faut mettre en considération le nettoyage de de ces choses-là. Par exemple, les fichiers temporaires, il faut les supprimer après l'exécution. Par exemple, manuel ou bien automatique, ou bien avec un bout de code qui est dans le script, etc. Ou bien le compresser, l'enregistrer, il est, il est, il est correspondant à vos besoins. Par exemple, les connexions de base de données, il faut toujours les fermer. Donc, fermer les sessions, fermer la connexion base de données pour ne pas être consommé ou bien consommer les ressources de notre base de données. Ainsi que les ressources de notre système dans lesquelles on a lancé ce script, par exemple le microprocesseur, la RAM, le stockage, il faut toujours libérer tout ça et les nettoyer après l'exécution. Comme vous savez, la documentation est l'ensemble des informations écrites et schémas, procédures ou bien d'autres supports qui décrivent un système ou bien un process ou bien un projet. La documentation est un pilier fondamental de tout projet, qu'il soit petit ou grand. Investir dans le temps et les ressources dans une documentation de haute qualité peut faire la différence entre le succès et l'échec d'un projet. Passons à la huitième point, la gestion des erreurs. Donc, c'est un concept qui est utilisé dans n'importe quel langage de programmation, inclus le scripting. Donc, il faut toujours gérer les cas exceptionnels et scénarios imprévus pour la bonne exécution de notre script. Par exemple, si on a une fonction de division de deux nombres, le cas imprévu, c'est que le diviseur égale à zéro. Donc, il faut gérer cette exception. Comme on va faire, il faut respecter trois éléments. Le premier élément, c'est la structure conditionnelle. Donc, il faut ajouter une condition qui va vérifier si on a tombé dans cette exception. Donc, par exemple, dans ce cas, il faut vérifier si le diviseur est égal à zéro.
La deuxième chose, c'est d'ajouter un message significatif, donc un message qui reflète le problème pour une bonne user experience et pour expliquer à l'utilisateur c'est quoi l'erreur. Donc il faut un message qui est direct et qui est précis. La troisième chose, c'est le code d'erreur. Donc, il faut toujours faire sortir l'exécution du script avec un code d'erreur. Donc, on a le 0, c'est un sortie standard. Donc, c'est que le script s'exécute correctement. Et de 1 à 9, c'est le sortie d'erreur. Donc, il faut pour chaque scénario donner un code d'erreur pour la sortie. Personne ne veut voir son système planté à cause d'une erreur de programmation, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est crucial d'utiliser des boucles for plutôt que des boucles while, lorsque cela est disponible, bien sûr. Les boucles for ont un fin déterminé, ce qui les rend plus sûrs et moins susceptibles de causer des erreurs. Alors, n'hésitez pas de privilégier les boucles for dans vos codes pour éviter les crashs inattendus à cause des boucles while. Dixième bonne pratique. Tester avant d'appliquer en production. Donc, nous sommes dans un environnement professionnel, un environnement administratif où il y a des fichiers qui sont critiques, donc il ne faut pas exécuter n'importe quel script. Alors, notre script doit être passé dans un environnement de test dans lequel on applique les différents types de tests afin d'appliquer ce script dans la production. Donc, parmi les tests, on trouve les tests des cas prévus ou bien les scénarios. On trouve des tests des erreurs d'entrée. Donc, les erreurs des variables d'entrée, c'est en relation avec la première bonne pratique qui a déjà expliqué par Soreb. Les tests des limites ressources, que ce soit les ressources de notre système, les ressources matérielles, RAM, CPU, les ressources d'infrastructure, etc. Donc, les tests de régression, c'est les tests qui valident si on fait des modifications sur ce script, les fonctions sont bien et sont normales. Les tests de performance, donc, sont des tests qui valorisent le script, par exemple, tester le temps de réponse de ce script, etc. Donc, et il y a d'autres types de tests qu'on peut faire sur un script. Si le script passe bien par tous ces tests-là, donc on peut faire confiance à ce script et l'appliquer en production. Onzième bonne pratique, éviter l'exécution en tant que route. Donc, il faut toujours éviter l'exécution de votre script avec le super utilisateur, car par exemple, le script, s'il contient des opérations de suppression, bien des commandes de suppression, on peut tomber sur des cas qui sont inattendus et supprimer les fichiers critiques ou bien des fichiers de système. Donc, il est déconseillé d'exécuter vos scripts en tant que root. Exécutez vos scripts en tant que simple utilisateur. Et s'il est nécessaire, utilisez la commande sudo avant l'exécution de votre script, si vous voulez des permissions qui sont un peu hautes, par exemple. Mais il est déconseillé d'utiliser root pour exécuter vos scripts. Alors, deuxième et la dernière bonne pratique, définir les permissions appropriées pour un script. Donc ici, on ne parle pas de sécurité d'exécution, mais on parle de la sécurité du script. Donc, vous êtes le owner de ce script, il faut être sélectif dans la distribution des permissions. Alors, évitez les 3-7. Donc, vous êtes owner, vous êtes libre de donner à n'importe quelle personne les droits que vous voulez. Par exemple, vous pouvez enlever pour votre groupe euh, le droit de modifier, par exemple, le script, ou bien pour les others, ou bien les autres, enlever le droit de lire et écrire dans ce script, etc. Donc, il faut être sélectif, il faut bien distribuer les permissions en fonction de vos besoins. Voilà, c'est un appareil complet des bonnes pratiques de script en programmation. Nous avons discuté pas mal de trucs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appliquer ces bonnes pratiques dans votre projet de programmation. Merci.